Iti Radio présente Quand les auteurs se livrent. À la découverte de jeunes auteurs girondins. rencontre avec Alors je suis à présent avec Yvon Téchenet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Yvon, on a tous un rapport intime et particulier avec les Pyrénées. Mais oui, tout à l'heure on disait que justement que ici nous étions dans la banlieue nord des Pyrénées. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour nous, ce sont ces montagnes les plus proches, celles où on va se ressourcer, randonner, arpenter, hiver comme été. Et d'ailleurs, vous devez le savoir, les autochtones nous appellent les Douriforts. Oui, tout à fait. Vous savez d'où ça vient ? Non. Non, parce que ce sont ces petites coccinelles là qui... Oui, mais les tout terrains... à fait. Mais nous aussi, avec la retraite, je suis sur le bassin d'Arcachon. Nous sommes aussi des Douriforts là-bas. Je crois que toute personne étrangère est un Dorifort. Ouais, tous les touristes qui viennent du Oui, Nord... Oui, voilà, tout à fait. Les Pyrénées, c'est aussi la marque de la frontière entre la France et l'Espagne. Il y en a certains qui la franchissent pour aller faire leurs courses à bas prix. Au regard de l'histoire, ça a toujours été un lieu de franchissement. Alors, ça a été un lieu de franchissement, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, il n'y avait pas de frontières. Historiquement, les frontières ne sont venues que, je dirais, à titre politique d'une part, et après économique. Depuis Louis XIV, si je vous ai bien suivi. Alors, bien avant. Louis XIV n'a fait que instaurer officiellement donc la frontière politique. Et j'insiste sur le mot politique parce que, par exemple, prenons le Val d'Aran. Eh bien, les trois sources de la Garonne, qui passent donc, à moins d'une erreur de ma part, à Toulouse et à Bordeaux, pas loin de chez nous, mais elles prennent leur source dans le Val d'Aran. Donc, tout le bassin hydraulique du Val d'Aran, il est Garonne, et donc français. D'accord. Et donc, le Val d'Aran, en théorie, sur le plan géographique et hydraulique, devrait être français. Donc, lorsqu'on franchit les Pyrénées, on ne franchit pas les Pyrénées au Pont du Roi. Au Pont du Roi, on franchit la Garonne. Mais les Pyrénées, on les franchit d'une part au Port de Viella, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui font du ski. On va la franchir à Baqueira et on va la franchir à Belagua. Et le puriste pourra les franchir dans les Encantats. Donc, c'est cette différence entre la frontière politique, qui est théorique, et la frontière géographique et hydraulique, puisque normalement, sous Louis XIV, le traité des Pyrénées, c'était la ligne de partage Des eaux. C'est ça qui donnait le franchissement. Oui, mais quand on traverse la Bidassoa, c'est pas la ligne de partage des eaux. Eh oui. On traverse la Bidassoa. Et il y a tout un tas d'anecdotes et d'histoires qui expliquent ces petits écarts. Alors voilà. Que vous expliquez dans votre recueil de Absolument. 200 pages. C'était simplement un aspect financier. Ouais. Je ne pouvais pas dépasser les 200 pages parce que le prix, je dirais, de revient du livre aurait été beaucoup trop élevé. Et donc, commercialement, je ne pouvais plus le vendre. Oui, parce que Voilà. il faut dire que dans ce livre, il y a énormément de travaux documentaires, il y a des cartes, il y a des témoignages, mais il y a aussi des photos. À 250, Et c'est vous-même qui avez pris les photos. Vous avez donc- je me suis fait un point d'honneur pour que toutes les photos soient de moi. Alors, il y en a une, c'est l'ours. Parce que l'ours, il traverse les Pyrénées. Mhm. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mais je n'ai pas vu l'ours. Mais par contre, l'ours, j'avais fait une aquarelle représentant un ours. Donc j'ai photographié mon aquarelle. D'accord, c'est la seule Voilà. photo qui n'était pas... Voilà, mais c'est la photo de ma peinture. En tout cas, ça veut dire que vous avez réellement été sur le terrain pour enquêter. Ah oui, Et- depuis l'âge de 8 ans, donc j'en ai 77 dans un mois, donc depuis l'âge de 8 ans, je parcours les Pyrénées. C'est une vie de montagnard que j'ai commencé là dans la vallée du Lys, à Luchon, et puis que j'ai continué. Je suis un passionné de montagne, donc de ce fait, j'ai parcouru toutes les Pyrénées, j'étais guide bénévole, j'ai fait des encadrements de groupes et organisé des séjours pendant 20 ans, avec 4 séjours par an, de l'hiver, de l'été. J'ai terminé avec les randonneurs du Pilat, donc j'avais une armoire de photos. Alors justement, Yvon Téchenet, entre le randonneur, l'amoureux des Pyrénées que vous êtes depuis toujours, et celui qui a écrit ce documentaire, qui a été à la recherche, comment ça a changé l'image initiale que vous aviez des Pyrénées ? Dans quelle mesure ? Oula, alors là, on rentre dans la deuxième casquette de l'individu, c'est que je suis en même temps président d'une association, A4PM. Donc c'est l'aide aux auteurs de la Petite Mer. La Petite Mer, c'est le bassin d'Arcachon. Et d'ailleurs,
parce qu'on ne veut pas rester entre nous. Voilà, donc il y a 12 ans, j'ai écrit un livre sur la recherche de mes racines qui sont ariégeoises. C'était déjà les Pyrénées. Et une fois avoir écrit ce livre, je me suis dit que c'était quand même très difficile pour le faire éditer. Donc j'ai dit, t'es pas plus bête qu'un autre, donc tu vas te l'auto-éditer. Et pour ça, j'en ai profité pour créer une association, donc A4PM. Elle a donc 12 ans d'âge, et aujourd'hui, on vient de tirer et de réaliser notre 188e livre. Voilà, donc je répète, c'est A4PM. 4PM, et ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent s'auto-éditer. Absolument. Quelles sont les étapes? Il y a quand même des difficultés, il y a quand même des choses qu'il faut connaître. Grosso modo, comment on fait? Bon, il y a quand même 3 étapes. La première, c'est il faut avoir quelque chose à dire. Ça paraît bête comme ça, mais il faut avoir quelque chose à dire et donc quelque chose à écrire. Deuxième, faut-il savoir? Nous, on a dans notre association 3 ateliers d'écriture. Un atelier virtuel et puis on a 2 autres ateliers pour aider les gens à s'exprimer. Et ensuite, c'est faire la mise en page. Et donc là, on a un autre atelier qui s'appelle l'atelier technique. C'est donc l'atelier de mise en page. Comment on insère une photo, comment on va faire des titres, des sous-titres, pourquoi un papier de 80 grammes ou de 125 grammes, pourquoi un format A5 ou un format A4, toute la technique de réalisation du livre. Puis dernière étape, c'est de les vendre. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous en oubliez une, l'impression. Et ça, j'imagine que ça c'est rien. C'est rien. L'impression, c'est un imprimeur. Alors l'imprimeur, on lui donne une clé USB, ouais. Et il y a un PDF, et lui, il tire ce que vous lui demandez. Quel que soit le support, parce que je pensais à votre livre avec toutes les photos, avec les cartes, etc. L'imprimeur, il fait n'importe quoi. Là, il fait tout. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles techniques et autres, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'interdit, on peut tout faire. D'accord. C'est nous, on doit réaliser le livre. Donc en lui, fait, il imprime. Voilà, on peut pas aller voir un imprimeur en lui disant aidez-nous à mettre en page, il faut mettre en page un imprimeur, il imprime. Si on veut être aidé pour la mise en page et tout, il faut passer par un éditeur. Et donc du coup là, c'est plus de l'auto-édition. Ah, c'est plus de l'auto-édition. Il y a un réel besoin, hein, j'ai l'impression de... Oui, la preuve, en 12 ans, on a fait 188 livres. Ouais. Donc c'est énorme, c'est un livre par mois. Je reviens à nos Pyrénées, à nos franchissements. Votre angle d'attaque, c'est franchissement. Voilà, pourquoi, il y en a 300 dans le livre. Pourquoi avoir choisi celui-là comme angle d'attaque des Pyrénées? Parce que vous auriez pu choisir la faune des Pyrénées. Non, c'est que ça existait. Ça existait alors que celui-là n'existe pas. Il n'y en a pas d'autres, je n'en ai pas trouvé d'autres. Je suis allé voir du côté donc, de Gallica, je suis allé voir la BNF et Bibliothèque nationale de France, étant bien placé, président de cette association. Donc j'ai regardé, il n'y a pas d'autres livres qui traitent donc de l'ensemble des franchissements des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. On va avoir des passages, on va avoir la fuite des Juifs, on va avoir... Le mythe de Roland. On va avoir, par exemple, sous Franco, la Retirada. On va avoir des histoires sur des vallées. On va avoir des thèmes qui vont être abordés, mais on n'aura pas une vue d'ensemble. Donc, il n'existait pas d'autres livres. Donc, je me suis renseigné avant, quand même, pour trouver justement un livre unique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a 300 passages avec 250 photos. Je me suis présenté au Salon du Livre de Bagnères de Bigorre, qui est le Salon du Livre pyrénéen. Ils m'ont retenu, j'ai été nominé, et j'étais donc dans l'équipe de tête. C'était déjà pas mal pour quelqu'un qui vit sur le bassin d'Arcachon. C'était une bonne reconnaissance. C'est un livre qui peut servir à tout le monde, aux randonneurs quand ils randonnent et qui se dit tiens, c'est toujours intéressant de sentir qu'on a franchi la frontière ou la ligne d'eau. Ça peut être intéressant pour les habitants aussi, puisque vous avez aussi attaché énormément d'importance à l'humain, aux échanges, aux anecdotes et aux histoires locales qui ne sont pas forcément connues. Vous en auriez 2-3 comme ça à nous raconter? Alors moi ce que j'ai voulu, effectivement, c'est me baser sur le vécu, sur les anecdotes, et en même temps pour l'humaniser. Et je dirais, j'ai voulu surtout rester crédible sur le plan historique. C'est surtout ça. Je voulais, l'air de rien, que ce soit quand même une référence. Parce que j'avais l'impression de connaître les Pyrénées. Et puis je me suis rendu compte que tout compte fait, malgré le fait d'avoir couru toute ma vie les Pyrénées, il n'y avait que mes chaussures qui connaissaient les Pyrénées. Mais ma tête ne les connaissait pas. Je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas l'histoire. Et j'ai fait d'énormes découvertes. Et j'ai pris énormément de plaisir, justement, à enrichir mes connaissances. Alors racontez-nous une ou 2 anecdotes comme ça de ces connaissances qui vous ont sauté aux yeux en disant c'est étrange, je ne savais pas. Bon, mais par exemple, au-dessus de Saint-Giron, sur le col de Salot, il y avait 91 pylônes. Bon, moi, en tant qu'ancien ariégeois, j'avais vu ces pylônes. Je me demandais ce qu'ils faisaient. J'arrivais pas à comprendre.
Et puis là, je suis allé voir de plus près. Et puis je me suis rendu compte, ces 91 pylônes, c'était pour transporter du bois. C'était du bois qui venait du Val d'Aran, qui était transporté à Saint-Giron pour fabriquer de la pâte à papier. Alors j'ai quand même été surpris. Et j'ai vu ces pylônes, ce sont des pylônes en fer, d'autres sont faits en chêne. Il y a une construction immense avec la cantine et autres. Il y avait un médecin qui montait à cheval pour soigner les gens. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et du côté espagnol, ils ont construit un village, rien que pour ça. Ah oui, les grands travaux pyrénéens, les barrages EDF aussi, ou les voies d'agrandissement et tout ça, on se rend compte que comme les Alpes d'ailleurs, mais il y a eu des volontés de transformer le paysage pyrénéen pour l'hydroélectricité, etc. Bien sûr. Et ça, ce sont des histoires, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des difficultés aussi. Bien entendu, mais on parle des barrages hydroélectriques. J'ai fait une découverte. On traverse les Pyrénées, donc au Puy-Morin. On ne traverse pas les Pyrénées à Puy-Cerda. La ligne de partage des eaux, c'est Puy-Morin. Très bien. Et en France, on turbine l'eau pour faire de l'électricité sous le Puy-Morin. Et cette eau, elle se déverse, ou elle aurait dû se déverser dans l'Èbre. Donc c'est de l'eau qui est normalement espagnole. Mais nous, Français, on la turbine pour faire de l'électricité française. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette eau qui a été détournée dans nos turbines, l'Espagne nous a dit « Vous pourriez nous la rendre, cette eau, parce qu'elle nous appartient ». Alors on a construit un tunnel, canal, sous le Puy-Morin. On récupère l'eau de l'Ariège, et au mètre cube près, qui est calculé, on renvoie l'eau de l'Ariège vers l'Espagne pour leur rendre l'eau qu'on leur a piquée pour faire de l'électricité. Voilà une anecdote intéressante. Voilà. Il y en a plein le livre. Il y en a plein le livre. Qu'est-ce qui est immuable, monsieur Téchenet, qui fera toujours ce que sont les Pyrénées, et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui risque de bouger de l'expérience, des rencontres que vous avez vues? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne changera jamais? Alors, il y a des choses qui ne changeront jamais, c'est le relief. Quoique, on sait bien que le Mont Blanc grandit encore chaque année. Les glaciers sont en train de disparaître, mais en tant que franchissement, ça ne change rien, parce que les franchissements ne se faisaient pas au niveau des glaciers dans les Pyrénées. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça stagne, mais c'est pas là qu'il va y avoir vraiment une révolution. Par contre, ce dont il faut être conscient, c'est la révolution qui a eu lieu avant la guerre de 14. Quand on voit au 19e siècle un village, par exemple en Ariège, aujourd'hui on a 1000 habitants. Au 18e, 19e, il faut rajouter un zéro. C'était 10 000 habitants. Et donc, on n'y croit pas. On s'est dit, c'est pas possible que dans ces vallées, il ait pu y avoir autant d'habitants. Si, effectivement. Ça a été beaucoup plus peuplé qu'on ne le croit, en fait, les Pyrénées. Énorme. Et donc, autant dans le Pays Basque que dans l'Ariège et autres, une immigration très importante vers l'Amérique du Sud, un peu l'Amérique du Nord, l'Afrique du Sud. Beaucoup de pieds noirs viennent de l'Ariège. La preuve, dans ma famille, il y a beaucoup de Téchenais qui sont pieds noirs parce qu'ils crevaient de faim. Ça, c'est certain. Et donc, il y avait une vie intense. Et cette vie intense était sur les deux versants. On me disait, l'huile d'olive, elle est sur le versant espagnol, mais le vin, il est sur le versant français. Donc, on échangeait. Et toute la vie était faite d'échanges. Alors qu'aujourd'hui, cet échange ne se fait plus que par transport maritime ou par avion. Oui, on est plus dans l'autarcie il n'y a plus que deux voies ferrées. Ça reviendra peut-être... Alors, ça reviendra peut-être par nécessité. Parce qu'il faut bien savoir quand même que espagnol ou français, ce n'est, je le répète, qu'une notion politique, mais c'est aussi un pays pyrénéen avec des Pyrénéens. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'écriture, la recherche documentaire, l'agencement? Ça m'a demandé presque 3 ans. J'ai réalisé que je ne connaissais pas les Pyrénées. Je ne connaissais pas leur histoire. Je croyais, mais non. Pourquoi une église du XIIe siècle à Gavarnie? On la voit, on se dit, oui, il y a beaucoup de pyrénéistes qui sont enterrés là. Oui, mais pourquoi? Ça ne répond pas au pourquoi. Il faut savoir quand même que le roi d'Aragon possédait Gavarnie à une époque. Gavarnie était espagnol. Ça a demandé beaucoup de travail parce qu'il y avait beaucoup de documents à étudier. Il y a énormément. Au contraire, il fallait aller les chercher. Il y a énormément de documents. Ça, c'est aussi impressionnant. Mais le fait, c'est de trouver les bons documents. Parce que sur Internet, ce n'est pas suffisant. Il faut aller à la source. Mais il y a énormément de gens qui ont fait beaucoup de recherches et qui sont très, très intéressantes, mais qui malheureusement ne sont pas très, très divulguées. Il y a des associations, il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, des éditeurs. J'en profite, je vais faire de la publicité, il m'en remerciera. C'est Kern
qui édite des livres justement locaux et régionaux. Et ça, c'est important et c'est très intéressant. Franchir les Pyrénées, donc l'ouvrage de Yvon Téchenet, à retrouver bien sûr dans ce salon du livre à Génissac. Merci Yvon. Merci. Et en même temps, j'ai créé un site internet sur justement donc franchir les Pyrénées. Il suffit de taper franchir les Pyrénées sur les sentiers de son histoire Et on retrouve on va énormément retrouver de... le site internet. Voilà. Voilà. Puis l'association à 4PM Et pour à aider les auteurs de La Petite Mère et d'ailleurs qui veulent s'auto-éditer. Voilà, absolument. Au revoir. Merci.